Bonsoir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, Philippe David l'affirme, Emmanuel Macron sauve les emplois. Alors je peux vous dire que ça vote déjà beaucoup, Philippe, et vous n'allez jamais être aussi seul contre tous que ce soir, je pense. Attendez, je n'ai pas encore dit mon premier mot pour donner mes arguments forts. Vous n'avez pas encore dit quoi que ce soit, que 88% de nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez créé combien de comptes Twitter pour m'anéantir par anticipation? Un seul, mais j'ai beaucoup de contacts. Voilà. Donc je vous laisse faire votre introduction. Je pense que ça va être compliqué. Appelez-nous 0826 300 300. Philippe David, c'est top. Emmanuel Macron est chez Whirlpool aujourd'hui à Amiens, sa ville natale, ça ne s'invente pas. Amiens qui avait été un enjeu entre les deux tours de la présidentielle. Rappelez-vous, le même jour, Marine Le Pen y était allée, Emmanuel Macron dans une sorte de duel. Et malgré le succès auprès des ouvriers de Marine Le Pen, elle s'était faite essorer lors du second tour. Logique après être passée par une usine de machines à laver. Et seul contre tous, je le dis, Macron est un sauveur d'emplois. Oui, le dossier Whirlpool a connu à Amiens le 12 septembre un dénouement heureux. C'est un industriel picard qui s'appelle Nicolas Decailleux qui va réindustrialiser le site. Pourquoi je le répète, seul contre tous, Emmanuel Macron est un sauveur d'emplois. Et inutile de dire que c'est un succès puisque tout le monde disait que tout le monde se retrouverait au chômage il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce sont 277 emplois sur 300 qui sont sauvés. Whirlpool Amiens, mais c'est pas le premier coup. Après GMS du côté de la souterraine, c'est dans la Creuse, où 120 emplois ont été sauvés sur 277. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, Emmanuel Macron est un sauveur d'emplois. Et lorsqu'il était ministre, c'est pas si vieux que ça quand même, il a sauvé le volailler doux, connu pour sa marque Père Dodu. Il a sauvé Arc International, qu'on connaît sous le nom Cristalda, vous savez, les verres, les assiettes, etc. Ou encore Maker, un équipementier automobile 10 fois plus gros que GMS, mais personne n'en a parlé à l'époque. C'est pourquoi je le dis et je le répète, Emmanuel Macron est un sauveur d'emplois. Oui, il a sauvé Père Dodu. Je pense que vous allez être en vache maigre aujourd'hui. J'aime autant vous le dire. Philippe David, face à vous, Henri Sterdignac des économistes atterrés, Jean Messia, membre du Front National. Et vous avez suivi, j'imagine, ce duel à distance en avril dernier quand Marine Le Pen s'est déplacée, elle aussi, à Whirlpool. Bon, on passera sur le fait que c'était peut-être un bon coup de com' en marge de la campagne qui se jouait entre les deux candidats. Mais j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Philippe David ce soir. Non, mais ce qui me rassure, c'est qu'il est toujours de plus en plus provocateur à mesure que les émissions arrivent, donc c'est très bien. Parce que on l'entraîne. Voilà. Non, mais c'était un coup de com' pour les deux. Ça faisait partie du jeu. Vous êtes mon sparring partner. Ça faisait partie du jeu de la campagne présidentielle. Surtout, ce qui s'est passé à Whirlpool, c'est tout simplement du darwinisme économique comme on en a connu depuis 30 ou 40 ans. C'est les entreprises qui ferment. Il y avait dans la région d'Amiens près de 14 grosses entreprises industrielles. Il y a encore une quinzaine d'années, il y en a moitié moins aujourd'hui. Donc là, il y a eu un coup de bol de la reprise par le Cailleux, comme l'affaire Le Jabi, qui avait ému la France entière, ces ouvrières qui ont enfin retrouvé du travail parce qu'il y a eu un repreneur français. Mais la vérité, c'est que ça ne doit pas cacher, je dirais, l'absence de politique industrielle, l'absence de politique protectionniste, de patriotisme économique qui permettent de maintenir l'outil industriel en France. La saignée industrielle, et on reparlera dans un instant des causes, mais la saignée industrielle, des emplois industriels depuis 30 ans est évidente. Elle a des causes à la fois macroéconomiques et des causes également sectorielles. Et pour vous, Henri Sterdignac, vous qui êtes économiste à l'OFCE et économiste atterré, êtes-vous atterré quand je dis qu'Emmanuel Macron est un sauveur d'emplois? Moyen. D'abord, Whirlpool, c'est évidemment un exemple, donc il ne pouvait pas louper le coup. Surtout que c'est sa ville natale. C'est sa ville natale, c'est l'endroit où il y a eu cet affrontement avec Le Pen, c'est l'endroit où il y a Ruffin, donc il fallait absolument qu'il sauve quelque chose là. Et là, donc effectivement, on a trouvé un repreneur à qui on va donner une subvention importante pour que... Comme souvent, pour qu'effectivement, il essaye de sauver 277 emplois. Donc on va voir si effectivement c'est viable, on va voir si effectivement ça tient le coup, si c'est simplement un coup de pub où on va aider un entrepreneur à un endroit donné. Alors maintenant, globalement, il y a des nouvelles inquiétantes, qui demeurent inquiétantes du point de vue de l'industrie. On a vu ce qui se passe avec STX, on a vu ce qui se passe avec Nokia, on a vu ce qui se passe avec Alstom. On n'est pas encore dans une situation où on peut dire on a des grandes entreprises françaises qui sont vouées,
si on peut dire, à sauver, à développer l'emploi en France. On est toujours dans une situation où on est inquiet en se disant il y a quand même des grandes entreprises qui risquent de choisir d'aller produire ailleurs. Et voilà, donc on attend pour voir si effectivement il va être capable de faire un peu plus. Mais Henri Sterdignac, qu'est-ce que vous diriez que, sachant, on l'a dit, que c'est la ville où Jean-Christophe Ruffin, député France Insoumise et cinéaste, a été élu, que c'est la ville natale. Jean-Christophe Ruffin C'est pas Christophe Ruffin, pardon. Je vous laisse reprendre. François allez-y. Ruffin, pardon. François Ruffin. A été élu, excusez-moi. François Ruffin a été élu, où c'est sa ville natale. Pierre Maltissès parlait de coup de com' entre les deux tours de la présidentielle. Est-ce que c'est pas un coup de maître, là, quand même? Oui, c'est un coup de com' qui essaye de masquer l'affaire C'est STX, qui masque l'affaire Alstom, qui masque l'affaire On masque beaucoup de choses. qui hein. masque l'affaire Nokia. Toute proportion gardée. Tout- Parce que donc effectivement. Et puis d'autre part, on va quand même dire que c'est quand même une preuve que les syndicats et les ouvriers, ils doivent se remuer. Parce que quand effectivement ils se remuent, quand ils réussissent à faire le buzz, le gouvernement, il est obligé d'intervenir. Il y a des tas d'emplois qui disparaissent, mais les ouvriers réussissent pas à se faire entendre et du coup, on s'en fout. Le problème, c'est ça prouve qu'il faut faire le buzz. Et les ouvriers de chez Whirlpool, ils ont réussi à faire le buzz, alors que d'autres, malheureusement, n'ont pas réussi. Jean Messia, est-ce que c'est un coup de maître d'Emmanuel Macron? Écoutez, coup de maître, c'est la com, ça va 5 minutes. Maintenant, si vous voulez, il faut attaquer le hard, comme on dit. C'est-à-dire que Macron ne sauve absolument pas l'emploi français, puisque la logique de sa politique économique est un alignement doux mais sûr de la France dans la mondialisation néolibérale. Donc les ordonnances, par exemple, sur la loi travail, procèdent de cette logique. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le chômage en France a des causes structurelles, c'est des causes liées à l'offre, et donc on va progressivement éliminer les barrières à la fois institutionnelles, toute forme d'interventionnisme public, pour faire en sorte que le marché régule la situation. Or, on voit bien qu'en France, même si le coût du travail est à zéro, les entreprises ne vont pas recruter tant qu'elles n'ont pas de carnet de commandes plein. Donc, on s'attaque aux mauvaises causes. On n'a pas compris les causes du chômage. La deuxième chose, c'est que vous ne pourrez jamais aligner la compétitivité française avec le reste des entreprises. Avec la Pologne ou la Bulgarie, et même pas le Bangladesh. Et alors voilà, encore moins. rien que ça. Je veux dire, on aura beau faire tous les efforts en termes de fiscalité, en termes de réduction des charges, qu'on n'alignera jamais le salaire français sur le salaire chinois. On a déjà du mal à le faire à l'intérieur de l'Europe, alors vous pensez en dehors de l'Europe. Et donc, alors ça c'est pour les causes conjoncturelles. On n'a pas non plus de plan de réindustrialisation. Il faut aussi parler de la politique monétaire. L'euro est surévalué de 7% depuis très longtemps, là depuis Pour 2 ans pour la France par rapport à l'Allemagne. 6,8 exactement selon le rapport du FMI du 28 exactement. juillet. Donc ça se traduit par, je crois, 80 milliards de déficit commercial. Je dirais, il y a des causes conjoncturelles, des causes structurelles auxquelles Macron n'apporte aucune espèce de solution. Et à partir de là, il y a effectivement quelques coups de hasard, quelques coups de chance, mais qui ne règlent en rien les problèmes de politique économique qui doivent régler la situation du chômage. Le chômage, aujourd'hui, est un problème social pour Macron. Et il l'est depuis 30 ans, et ce n'est pas Macron qui en fait un problème économique. Donc on est condamné à voir le chômage progresser, tout simplement parce que la politique économique, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle, eh bien, ne s'adresse pas aux véritables causes du chômage. On va prendre la direction du standard de Sud Radio 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Philippe de Arles. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Eh bien, me revoilà, comme on dit. On vous écoute. Je vais redire la même chose que je dis toujours. L'important, quand on fait de la prospective, c'est mon métier, c'est pas de sauver des emplois, c'est d'en créer de nouveaux. C'est-à-dire de créer la dynamique qui va permettre qu'on garde notre place, parce qu'on a... Les Français, oui, il faut le dire, ils ont du génie. Bien. Sauf que on a inventé beaucoup de choses, mais pourquoi tout est parti à l'étranger ? Le cinéma, la radio, la télé, l'automobile, les avions... Et alors, le dernier grand truc, c'était le numérique. Citez-moi une grande entreprise numérique française. Il n'y en a plus. Citez-moi un grand constructeur de téléphone. Il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on a raté tous les virages. Et les virages aujourd'hui, si on va plus loin, voyons plus loin un petit peu. Créer des emplois, il faut un marché. Mais il faut aussi que ça corresponde à des besoins clairement identifiés. C'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un truc génial. L'environnement. Nous sommes menacés. Il y a un marché fabuleux à conquérir. Et si on reste comme ça,
petits bras, demi-mesure, nous ne créerons pas Mi-chef, d'emplois. mi-chou. Et c'est encore les Américains et les Chinois qui vont Justement. en profiter. Mais attendez Philippe, je vais faire réagir Henri Sterdignac. Vous entendez ce que dit Philippe qui est très intéressant. Il dit par exemple, on va dire, tiens, regardez, l'électroménager. Whirlpool, c'est une des dernières usines d'électroménager en France. Il y avait l'usine de lave-linge top de Electrolux qui a fermé à Revin il y a une quinzaine d'années. L'usine de four et de cuisinière qui était à Reims, toujours d'Electrolux, qui a fermé il y a 25 ans. Whirlpool a fermé. Toutes les usines d'électroménager en France ont quasiment fermé, mais c'est un peu pareil partout, en Allemagne, etc., pour partir en Pologne, en Roumanie, en Tchéquie, enfin dans les ex-pays de l'Est. Est-ce que finalement, Philippe, il dit pas vrai qu'on n'a pas anticipé? Prenons un exemple, il dit, regardez le numérique, les Français, ils ont inventé le Minitel, il y a 35 ans, les Américains, ils venaient en France, ils voyaient le Minitel, ils disaient c'est génial, et c'est les Américains qui ont récupéré Internet. Est-ce que quelque part, on ne s'est pas souvent planté dans ce domaine en France, en termes de prospective, comme disait Philippe? Il y a deux problèmes différents, hein. D'une part, On peut parler des deux. On peut parler des deux. D'une part, on a ouvert nos frontières, hein, en particulier avec les pays de l'Est. Naturellement, donc, on subit une concurrence qui est lourde. Les entreprises françaises ont le choix, soit ils produisent... Déloyal, osons le terme. Qui est lourde, bon, je ne dirais pas déloyale. Soit ils produisent en France, soit ils produisent en Pologne, soit ils produisent en Roumanie. Naturellement, les coûts sont différents et il faut un différentiel de productivité énorme pour compenser ces coûts. Et par ailleurs, voilà, il y a des secteurs qu'on a réussi à sauver. On a quand même sauvé Airbus. On a sauvé une petite partie de notre industrie automobile. On s'est développé dans le luxe, on est dans la parfumerie, dans la pharmacie. La haute couture. On a toujours des points forts. Effectivement, le grand problème maintenant, c'est de trouver les points forts de l'avenir. Et parmi les points forts de l'avenir, là où on peut avancer effectivement, c'est l'environnement. On a la chance que les États-Unis risquent de se planter et il faut développer des produits français, fabriqués en France, compatibles avec la transition écologique, durables. Il y a des cartes à jouer. Le problème, c'est qui va les jouer? Est-ce que c'est les entreprises tout seules? Est-ce que l'État doit intervenir? Je pense que oui, l'État doit intervenir. Jean Messia, vous avez entendu Philippe ce qu'il disait, c'était très intéressant, souvent on s'est planté en termes de prospective. Moi, je retiens la première partie de son propos, où il dit « c'est pas tout de protéger nos emplois, encore faut-il avoir l'ambition d'en créer ». C'est très juste. Et c'est très juste. Et précisément, dans notre projet présidentiel pour 2017, nous avions effectivement un plan de réindustrialisation. Je vais vous prendre un exemple très simple. L'industrie du meuble. Oui. Au début des années 90, l'industrie du meuble employait plusieurs milliers de personnes. Et on avait encore du meuble made in France. Vous parcouriez la plus grande entreprise française, d'ailleurs, c'était Parizeau, la famille de Laurence Parizeau. Exactement, mais il suffisait de parcourir la rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Vous aviez des magasins de meubles sur les deux rangées de la Nation jusqu'à la Bastille. Aujourd'hui, vous y allez, il ne reste plus rien. Donc, comment faire pour relancer cette activité? C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons encore quelques boîtes qui produisent des meubles français. Ils répondent, par exemple, à 2 ou 3% de la demande française en meubles. Il suffit de voir Ikea, de voir les grandes centrales de distribution du meuble en France et de leur imposer, par exemple, la première année, d'avoir 2% ou 3% de produits français dans leurs étals. À côté de ça, on a une vraie politique ambitieuse pour former, pour recréer, si vous voulez, cette filière. Et on fait avancer et l'offre et la demande. L'année d'après, c'est 5%. L'année d'après, c'est 6% pour recréer. Moi, je ne me satisfais pas de l'irréversibilité qui consiste à dire tous les secteurs qui ont disparu, eh bien, ils ont disparu, on ne peut plus rien faire, il faut se lancer dans de nouveaux. On a encore des choses à faire dans les secteurs traditionnels pour peu qu'on le veuille. On a un commentaire sur Twitter de Christophe qui nous dit « De toute façon, Emmanuel Macron veut la fin du CDI. 250 intérimaires sont virés de Whirlpool. La boucle est bouclée, circulaire, rien à voir. Programme essorage. Programme essorage chez Whirlpool, Henri Sterdignac ?» Oui, bien sûr. Vous savez très bien que quand on licencie, on essaye de minimiser les effets. Donc, ceux qui souffrent, c'est les intérimaires. En premier. Parce qu'ils ne coûtent rien pour être virés. Et on peut les virer facilement. La grande stratégie des firmes, c'est la sous-traitance. Parce que l'avantage de la sous-traitance, c'est qu'on peut vider sans avoir à indemniser les salariés. Et bien sûr, si on veut relancer l'économie française, l'industrie française, il faut que ce soit une industrie haut de gamme. Et donc, il faut lutter contre tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est travailleurs détachés pour effectivement
favoriser le travailleur collectif et favoriser l'investissement des travailleurs dans leur entreprise. Et naturellement, la sous-traitance, ça ne va pas dans ce sens-là. Mais on voit bien avec Whirlpool, quand on dit on sauve tous les emplois, c'est pas évidemment les emplois d'intérimaires. Cela, tant pis. Le grand rêve d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement que tout le monde devienne intérimaire, que la force de travail dans son ensemble soit corvéable et maniable à merci pour être recruté quand on veut, on s'en débarrasse quand on veut. Macron est le président du jetable, aussi bien dans le salarié que dans l'entreprise, et les ordonnances du travail le montrent également. On va y revenir dans un instant. En tout cas, ça continue de voter sur le compte Twitter Sud Radio et sur sudradio.fr. Et seul contre tous, je vous le rappelle, Philippe David nous affirme ce soir qu'Emmanuel Macron sauve les emplois. Eh bien, les auditeurs ne sont pas d'accord avec vous à 87% pour le moment. Continuez de nous appeler 0826 300 300. Le grand soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et seul contre tous ce soir, Philippe David l'affirme, Emmanuel Macron est un sauveur d'emplois. Emmanuel Macron sauve les emplois, c'est ce qu'il a fait avec Whirlpool. En tout cas, c'est ce que vous nous dites ce soir, Philippe. Il y a certains auditeurs qui se demandent quelle mouche vous pique, quand même, visiblement. C'est le cas de Michel qui nous appelle de 7 au 0826 300 300. Il vous paraît pas en forme ce soir, Philippe David, Michel? Bonsoir Michel. Bonsoir. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je vous rassure, il n'est pas malade. Non, tant mieux, j'espère d'ailleurs. Merci. Non. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'effare, c'est qu'on parle de Whirlpool. Alors moi, je pensais que l'entreprise était fermée et puis qu'il y avait un repreneur qui allait faire autre chose. Et là, on s'aperçoit finalement qu'il va y avoir des subventions d'État. Et puis qu'on continue à s'appeler Whirlpool et à faire du Whirlpool. Non. Non, c'est pas ce qui se passe. Alors Michel, non, c'est pas ça qui se passe. C'est que De Cailleux, le groupe De Cailleux, c'est un homme d'affaires picard, donc un régional de l'étape, comme on dit dans le Tour de France, qui va reprendre l'usine et qui va faire de l'industrie. Alors j'ai regardé, il va faire de l'industrie en production très rapide en sous-traitance, grosso modo. C'est-à-dire qu'il dit que la force des entreprises françaises et européennes, c'est de pouvoir livrer des chantiers beaucoup plus ou des commandes beaucoup plus rapidement que quand elles viennent d'Asie. Pour info, un bateau pour venir d'Asie, c'est 4 à 6 semaines entre le dédouanement, le transit, etc. Donc c'est pouvoir faire des produits à la demande en utilisant les machines-outils qu'il y a encore sur le site Whirlpool, c'est-à-dire plieuses, repousseuses, je ne sais pas si vous êtes dans l'industrie, métallurgie, les peindre, etc., donc les laquages époxy et compagnie, pour pouvoir livrer très vite partout en Europe. Voilà ce qu'il va faire. Il n'est plus dans le lave-linge ni dans le sèche-linge. D'accord. Bon, alors c'est un peu ce qui me faisait réagir, parce que quand on voit comment se portent nos ports en France, que ce soit Marseille, on est tout le temps à 83% d'importation de produits, et ça on baisse pas, et on est en train de développer le conteneur encore dans d'autres ports. Absolument. Et chez nous, à Sète, j'ai vu qu'on allait protéger la dorade, essayer d'éviter la migration de septembre, et on vient de créer une entreprise qui, elle, est financée à 100% par des aides. Alors ça aussi, ce sont des faux emplois, des fausses... Alors on crée des choses, mais finalement, c'est le contribuable qui paye, quoi. Donc moi, je suis un peu surpris par toutes ces... Michel, votre remarque est très intéressante, ça va faire réagir nos invités. Henri Sterdignac, ce que dit Michel, c'est audible, il dit on met de l'argent public, mais quand il y a beaucoup d'emplois en jeu, 300 chez Whirlpool, et il y a eu d'autres cas où le contribuable a mis la main à la poche. Oui, on met de l'argent public. Il faut pas regardez GMS, il n'y a pas très longtemps. Il ne faut pas se leurrer. Regardez, par exemple, on met une trentaine de milliards pour les réductions de cotisations sur les bas salaires. C'est quand même 30 milliards d'argent public pour inciter les entreprises à conserver des travailleurs à bas salaire. C'est la réalité aujourd'hui. C'est que y a dans beaucoup de secteurs, les entreprises, elles n'acceptent plus en France de travailler, d'embaucher, sauf si on les aide beaucoup. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de... C'est une sorte de chantage. Les grandes surfaces, elles disent... Les grands distributeurs. Les grands distributeurs, elles disent, si vous nous subventionnez pas les emplois de caissières, il n'y a pas de problème, on met des caisses automatiques. Donc on est obligé, d'une façon ou d'une autre, d'aider les entreprises françaises avec ces subventions. Et dans le cas, quand c'est une opération un peu ponctuelle, comme ce qui se passe à Amiens, on peut aider massivement. Et le tout, c'est de savoir si dans 2-3 ans... il va être capable de voler de ses propres ailes. Jean Messia, qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean qui nous appelait de Sète la patrie de la tielle et de la bourride ?
Je rebondis sur Et de Georges Brassens. les propos du professeur Sterdignac. Il parlait d'un chiffre de 30 milliards Qui a été votre professeur d'ailleurs qui a en été plus. mon professeur à Sciences Po, tout à fait, en 95. On est heureux de vous réunir ce soir sur Sud Radio. Il y a aussi effectivement toutes les subventions à l'installation d'entreprises. Je crois que c'est un chiffre de 20 milliards sur les 15 dernières années. Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité, aucun audit de ces chiffres. C'est-à-dire que les exemples d'entreprises qui viennent pour récupérer ce qu'on appelle les chasseuses de primes, qui viennent s'installer, qui font miroiter au pouvoir public à la fois régionaux, 300, 400, locaux, 500 emplois. emplois sur la durée. Il y en a eu plein Et par puis contre. après, ils s'en vont comme des voleurs, parfois en démontant même l'outil de production. L'État ne fait aucun audit, ne fait aucun contrôle de ces aides et de leur durée, de leur efficacité surtout. Justement, excusez-moi Jean Messia, quand on sauve avec un groupe Picard une usine en Picardie, alors là je ne suis pas dans le régionalisme pur et dur, c'est pas mieux que quand on a donné des millions de subventions à Panasonic, à JVC et à Daewoo qui sont venus s'installer en Lorraine quand il y a eu les plans acier et qui, une fois qu'ils ont fini de toucher les aides, ont fermé la boutique C'est exactement et ça. au revoir. C'est exactement C'est ça. quand mais même enfin, mieux le cas actuel de Whirlpool. Enfin certes, mais vous savez, la nationalité ne protège pas nécessairement contre un certain nombre de comportements. Quand c'est un investisseur Picard, il est peut-être plus proche du terrain qu'un japonais ou un coréen. C'est sûr, mais je veux dire, encore une fois, il faut faire très attention. Et il faut surveiller dans la durée les effets des aides que l'État va distribuer à cette entreprise pour voir si effectivement le contribuable en a pour son argent en termes d'emploi. Parce que jusqu'à présent, le compte n'y est pas. Et que la nationalité soit française ou étrangère, le compte n'y est pas, parce qu'on est dans une logique économique, précisément, ce que nous dénonçons. Nous voulons que ça soit une logique nationale, précisément, parce que quand c'est uniquement une logique économique, ça ne marche pas. La logique économique non contrôlée, c'est une logique de brigandage. Pour vous, Henri Sterdignac, ce que je prenais comme exemple, c'est quand même mieux quand c'est un industriel local qui vient reprendre. On a vu pour les aides ce qu'ont touché par exemple les Japonais et les Coréens après le plan acier en Lorraine pour mettre des usines de magnétoscope ou de Chanifi. Ils ont pris toutes les aides et une fois qu'ils avaient assez touché, ils ont tout fermé. Oui, il faut aider notre industrie. Je veux dire, c'est vrai, il faut aider notre industrie. Il faut avoir comme politique qu'on a besoin d'une industrie en France. Et donc, il faut aider l'industrie. Il faut aider les jeunes qui veulent entrer dans l'industrie. C'est un impératif de les aider. On a fait déjà la banque publique d'investissement, BPI France. Il y a des choses qui ont été faites. Et effectivement, il faut, lorsque c'est des entreprises françaises, c'est quand même un plus. Et ce qui est dangereux, c'est ce qui se passe avec Alstom, c'est ce qui se passe avec STX, c'est quand il y a des fusions dans lesquelles on perd le contrôle sur le devenir du capital, où on ne sait plus, on n'est pas sûr que l'entreprise, on est même sûr du contraire, c'est-à-dire que l'entreprise qui aura son siège en Italie ou en Allemagne, eh ben, elle n'aura pas le souci de l'emploi en France. Et donc, effectivement, ça doit être un sujet de préoccupation que de conserver en France les sièges sociaux de nos grandes entreprises et d'aider nos PME. Mais le problème, moi, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique de réindustrialisation. Il n'y a pas de volonté. Parce que si vous voulez, c'est pas en appliquant des sparadraps sur des jambes de bois qu'on arrivera à cacher la réalité de la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de saignée industrielle qui se poursuit avec un taux de chômage qui continue de progresser. Il vient de progresser encore le mois dernier. Les chiffres de l'INSEE sont tombés. Donc, on n'est pas dans une logique de volontarisme économique. On n'a pas remis l'emploi au cœur de la logique économique. L'emploi reste toujours une politique sociale, d'accord, une politique d'emploi, non pas une politique économique. Et tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, le volontarisme industriel de réindustrialiser par des plans, y compris dans des secteurs traditionnels, on ne pourra pas augmenter le gâteau. Le plan, ça fait un peu gosse-plan de l'Union soviétique. Mais non, le plan, c'est une notion gaullienne, c'est une ardente nécessité, disait le général de Gaulle. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être adapté à la situation courante. La France est un vieux pays où jacobin, il le reste, malgré toutes les lois de décentralisation. Il faut donc qu'il y ait une logique étatique, mais adaptée à la situation courante. Par exemple, la logique de branche. Les ordonnances de la loi travail détruisent la branche. Or, la branche, traditionnellement, a toujours été un vecteur de réindustrialisation. Lorsqu'on pulvérise les branches pour ne laisser que les entreprises en concurrence les unes avec les autres, il ne peut pas y avoir de plan
susceptibles de réindustrialiser. Henri Sterdignac, vous ne trouvez pas que le plan, moi ça me fait un peu penser au Gosplan de l'URSS, là je me vois au Soviet suprême, excusez-moi, il y a Léonid Brejnev à la tribune, etc. On est dans une situation où effectivement, il faut que la réindustrialisation, le fait d'avoir une industrie française puissante qui s'inscrit dans la transition écologique, dans la transformation numérique, ça devient un enjeu extrêmement important de politique économique. Alors, M. Macron, jusqu'à présent, il est ambigu sur la question. On l'a vu avec STX, à un moment donné, on nationalise, 15 jours après, ben non, on renonce. Là, il faut qu'on fasse tous pression pour que, effectivement, la France ait une politique industrielle, et ça doit être multiforme. Mais un des éléments de cette politique industrielle, c'est effectivement d'aider les entreprises à constituer des réseaux qui les amènent à avoir un intérêt à rester en France. Vous savez, monsieur David, si l'État peut être borne parfois, le marché, lui, il est aveugle. C'est une belle métaphore. Si on avait compté, le marché est aveugle. Si on avait compté sur le marché pour faire émerger les industries du numérique ou Internet, on aura toujours pu attendre, parce que le marché, son horizon, c'est 5 ans. Or, en réalité, les grands bouleversements technologiques, ça nécessite des investissements qui très souvent ne sont rentables qu'au bout de 10, parfois 15 ans. Les investissements de l'infrastructure d'Internet ont commencé en réalité dans l'armée américaine dans les années 60. C'est au début des années 90 que c'est venu à la portée du citoyen. Donc vous voyez, c'est pas le marché qui aurait géré un truc pareil. Vraie remarque, Internet, c'était ARPANET au départ. Merci beaucoup, Jean Messia, économiste proche de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, économiste atterré et ancien professeur de Jean Messia à Sciences Po. Verdict, mon cher Pierre-Maël, j'ai renversé la vapeur. Non, c'est une pâtée complète, puisque 91% de nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Et j'ajoute un petit commentaire d'Éric qui vous dit qu'avec une telle posture ce soir, Philippe David, faut pas exagérer. Même s'il est votre plus grand soutien, ce soir, Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin.